Comment connaître le pourcentage de lipides, la quantité de gras contenue dans un aliment à partir de son étiquette? Vous vous êtes lancé dans l'alimentation HCLF, mais vous avez encore un peu de mal à savoir si un aliment est réellement riche en gras ou s'il entre dans les 10% de lipides préconisés en HCLF. Je vais vous apprendre comment procéder dans cette vidéo avec des exemples à l'appui et vous allez comprendre comment évaluer d'un simple coup d'œil sur l'étiquette sans calculatrice ou autre application smartphone si le produit est riche en gras ou pas. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Vous avez été nombreux à me demander une vidéo pour apprendre à lire les étiquettes. Cette vidéo fait suite à la précédente qui concernait les 7 erreurs les plus courantes lorsqu'on est dans une démarche de perte de poids en HCLF. Je vous mettrai la vidéo dans le petit ici au-dessus et en description. Alors, vous pouvez évidemment entrer l'aliment dans une application ou encore prendre votre calculatrice dans le supermarché et faire de savants calculs pour définir le pourcentage de lipides qu'il contient, mais vous verrez que d'une fois que vous aurez compris le principe, vous saurez estimer assez facilement si l'aliment contient un pourcentage raisonnable de lipides, c'est-à-dire grosso modo 10%. Parce que, comme me le disait une abonnée, savoir si des chips bien grasses ou du chocolat sont HCLF, c'est pas bien compliqué, mais ça devient plus embêtant sur des produits qui ont une apparence plus modérée en graisse. Alors, on est bien d'accord que l'alimentation HCLF doit reposer sur une base de produits végétaux le plus brut possible. Si on cuisine soi-même, c'est plus facile de savoir combien de gras contient la préparation. Finalement, c'est tout l'intérêt de cette alimentation qui doit être abordée premièrement sur un point de vue santé. Mais il peut arriver qu'on se tourne vers un produit un peu plus industriel, un produit qu'on appelle transformé, que ce soit par manque de temps, ou tout simplement par envie, et il n'y a pas de culpabilité à avoir. Et c'est là qu'il faut savoir analyser une étiquette afin d'identifier le pourcentage de lipides contenus dans cet aliment. Pour commencer, il faut savoir qu'on a deux bases de calcul à disposition. Soit on se base sur 10% de la totalité des calories journalières sous forme de gras, soit on se base sur un total calorique journalier. Par exemple, disons que je mange, pour faire simple, dans mes calculs, 2000 calories par jour. Alors je pourrais manger 200 calories de lipides, le 10% de 2000, soit environ 22 grammes de gras, puisque 1 gramme de lipides équivaut à 9 calories. Cette deuxième option va impliquer évidemment de calculer le nombre de calories ingérées au cours de la journée, ce qui peut sembler un peu contraignant et fastidieux. Mais l'avantage, c'est que du coup, l'analyse d'étiquette sera bien plus facile puisque sur l'étiquette, il est indiqué le nombre de grammes de gras contenus dans l'aliment. À ce moment-là, vous n'avez plus qu'à finalement faire une simple addition en vous basant sur la quantité que vous aurez effectivement mangé de ce produit. Prenons par exemple une pizza de 200 grammes qui contient 15 grammes de lipides au 100 grammes. Si vous la mangez en entier, vous aurez 30 grammes de lipides. Vous constatez donc facilement que la pizza est trop riche en gras. Et petite précision très importante, lorsque vous voyez un pourcentage au niveau des lipides sur une étiquette, méfiez-vous. Ce n'est pas le pourcentage de gras, mais le pourcentage de l'apport de référence pour un adulte type sur une alimentation conventionnelle. Et donc une alimentation très riche en gras, puisqu'une alimentation conventionnelle contient à peu près 30% de lipides comparé aux 10% en HCLF. Ça aussi, ça peut porter à confusion parce que les gens pensent qu'il s'agit du pourcentage de lipides. Et si on prend l'exemple des noix du Brésil, on nous dit que sur le paquet, il y a 29% de gras en apport de référence, mais en réalité, on est à 67 grammes de matière grasse aux 100 grammes. Parenthèse fermée, revenons à nos moutons. Là où ça va se corser, c'est évidemment lorsqu'on veut calculer les fameux 10% de lipides contenus dans l'aliment. Parce que vous avez plusieurs unités de mesure différentes sur une seule étiquette. D'un côté, vous avez le total calorique de l'aliment, donc l'unité de mesure c'est la calorie, et de l'autre, vous avez le nombre de grammes de lipides contenus dans l'aliment, donc l'unité de mesure c'est le gramme.
Et si vous vous souvenez de vos cours de mathématiques, on ne peut pas comparer ou faire un calcul avec deux chiffres basés sur deux unités différentes. On doit tout d'abord tout ramener à la même unité. Et c'est ça qui pousse beaucoup de gens à l'erreur. C'est que l'étiquette contient plusieurs informations avec des bases de mesure différentes. On a un total calorique de l'aliment, mais pas un total calorique des graisses contenues dans l'aliment. On a simplement le nombre de grammes de gras. Mais les grammes ne sont pas équivalents aux calories, puisque 1 gramme de gras, c'est 9 calories. Et donc, il faut tout d'abord multiplier les grammes par 9 pour arriver au nombre de calories effectifs dans ce gras. Voyons ensemble comment faire le calcul, parce que je sais que en théorie, comme ça, c'est un peu difficile à comprendre. On va prendre l'exemple des noix du Brésil, puisqu'on était déjà parti là-dessus. On fait simplement les grammes de gras, ici 67 grammes, qu'on va multiplier par le nombre de calories par gramme de gras, soit 9, et on obtient donc 603 calories de lipides au 100 grammes. Et pour savoir le pourcentage de gras dans les noix du Brésil, c'est une simple règle de 3. 603 qu'on va multiplier par 100, puis qu'on va diviser par le total des calories de l'aliment qui est de 691. On va obtenir 87,26% de lipides. Voilà, ça c'est le calcul de base. Maintenant, comment savoir rapidement et sans calculette si un aliment est riche en gras ou pas? Tout simplement en regardant le ratio entre le total calorique de l'aliment et le gramme de gras. Je vais vous montrer des exemples, pas de panique. Ici par exemple, on est sur un produit qui contient 348 calories au 100 grammes avec 2,1 g de lipides. Je vous dirai après ce que c'est comme produit. Donc, voyez toujours ces deux indicateurs, les calories au 100 grammes et les grammes de lipides au 100 grammes. Et regardez la différence entre ces deux chiffres. Plus la différence est grande et moins le produit est gras. La différence entre 348 d'un côté et 2,1 de l'autre, c'est beaucoup. On est d'accord. On est à environ 346 de différence. Donc, on peut considérer ce produit comme peu gras. Si on fait le calcul en entier maintenant, comme je vous l'ai expliqué juste un peu avant, on obtient pour ce produit seulement 5,4% de lipides. Pour info, ce sont des chips à base de pain de seigle au jus de pomme. Elles sont juste rôties au four sans huile, délicieuses en apéritif. Bon, c'est un produit typiquement suisse et qui plus est valaisan, une région de Suisse. On ne le trouve pas partout, même en Suisse, mais c'est une super alternative aux chips à l'apéro. C'est délicieux, franchement, moi j'en mangerais des kilos, c'est une tuerie. Maintenant, si on prend un autre produit en opposition à celui-ci pour comparer, on voit par exemple qu'on est à 70 calories, 70 pour les Français, pardon, pour 4,7 g de lipides. Bon, on se dit 4,7 g de lipides, c'est pas énorme, mais vous voyez quand même que le ratio est très faible entre 70, 70 et 4,7, puisqu'il est seulement de 65 comparé à la différence de 346 avec le produit précédent. Et effectivement, on est sur un produit à 60% de matière grasse. Ici, pour info, on est sur une fondue végane. Là, je fais aussi un petit aparté parce qu'on m'a demandé dans un commentaire combien il y avait de lipides dans certains aliments transformés, comme les sauces tomates et le pain. Alors, pour la sauce tomate, l'idéal, c'est évidemment de la faire maison. Comme ça, vous gérez la quantité d'huile si vous en utilisez, ou vous en mettez pas du tout simplement, ce que je fais pour ma part. Moi, je la cuisine en grande quantité et je mets ensuite dans des pots en verre, en portions individuelles, que je peux ressortir le moment voulu. Et comme ça, elle se conserve longtemps. Mais dans le commerce, vous trouverez des sauces toutes faites. Et il y a bien évidemment le coulis de tomate, mais il demande quand même une préparation avant de s'en servir comme sauce pour des pâtes ou autres, parce qu'il est quand même, je trouve, assez acide. C'est juste pour vous dire en fait que le coulis de tomate, c'est sans gras. Normalement, c'est juste des tomates écrasées. Sinon, dans les autres sauces, ça peut varier pas mal. Déjà, commencez par choisir une simple sauce tomate qui contient souvent moins d'huile qu'une sauce, par exemple, arrabbiata. Si vous prenez la sauce de la marque Alnatura, on est à 1 g de matière grasse au 100 g.
alors que dans la sauce Buitoni, Barilla, ce genre de sauce de marque italienne, on est à plus de 2 grammes, il me semble que c'est 2,3 grammes de lipides. Ça fait une grosse différence, sachant que pour 100 grammes de sauce, on est seulement à 60 calories. Bref, là c'est vous qui allez comparer les différentes sauces, hein. Je ne peux pas aller dans le magasin puis vous faire une liste de tout ce qui existe. Sinon, au niveau du pain, évidemment que les pains dits fitness ou encore celui pire estampillé low carb, avec beaucoup de graines, d'oléagineux, finalement c'est des pains très gras comparés au pain blanc ou au pain à la farine complète. Un pain low carb a 14 grammes de lipides au 100 grammes environ, alors qu'un pain mi-blanc, on va dire, moitié farine complète, moitié farine blanche, un pain tout à fait conventionnel, est à moins d'1 gramme de lipides au 100 grammes. Mais pour moi, ce genre de pain low carb, c'est pas vraiment du pain. C'est un condensé d'oléagineux et de graines. Moi, j'appelle plutôt ça une terrine, hein, à la limite, pas du pain. Après, au-delà du pourcentage de lipides dans l'aliment, il faut aussi évidemment tenir compte de la quantité de produits que l'on va manger. Si vous mangez un peu de fondu vegan avec beaucoup de patates ou de pain en accompagnement, ça compensera un peu. Bien que ça restera toujours plus gras que des patates nature, hein, évidemment. Je parle de patates parce que j'ai toujours préféré, même lorsque j'étais omnivore, manger la fondue avec des pommes de terre plutôt qu'avec du pain. Je suis une fan inconditionnelle de pommes de terre, si vous ne l'aviez pas encore compris, et de riz hein, aussi, évidemment, mais fondue et riz, ouais, je ne suis pas certaine que ça soit top. Bon, bref, je m'égare là. En résumé, rappelez-vous que chaque gramme de gras doit être multiplié par 9. Ça monte donc très très vite. C'est presque exponentiel, j'exagère. Et souvenez-vous bien également que plus un produit a un grand gap, une grande différence entre les calories totales et les grammes de gras, plus le produit est pauvre en gras. Tout en sachant qu'il faut quand même rester à maximum quelques grammes de gras, 2, 3, 4 grammes de gras, car même si un produit est très calorique, genre allez, 400 calories au 100 grammes, et qui contient disons 15 grammes de gras, ça reste un produit très gras, à 30% de matière grasse. Pensez toujours à multiplier par 9 dans votre tête. Autre petite astuce, essayez à chaque fois de trouver des alternatives avec des produits similaires mais sans gras. Comme par exemple, ce bouillon de légumes sans graisse. Ce sont de petites choses, vous me direz, mais lorsqu'elles sont mises bout à bout, ça fait la différence. Et au niveau gustatif, si c'est votre crainte, soyez rassurés, il n'y a pas de différence de goût entre un bouillon 100% légumes et un bouillon auquel on a ajouté du gras. Voilà, j'espère que j'ai fait le tour et que surtout mes explications étaient claires. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Laissez-moi un petit pouce en l'air pour aider au référencement de la vidéo sur YouTube et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Via Felicia à tous!